Je veux d'abord commencer par remercier les chefs d'État du G5 Sahel, le président Déby, le président Keïta, Issoufou, Kaboré et Ghazouani, d'avoir accepté cette invitation à Pau, après la réunion qui s'est tenue en décembre à Niamey, en format G5 Sahel, et l'échange que nous avions eu avec le président Issoufou. Et je veux remercier l'ensemble des chefs d'organisation internationales qui sont présents avec nous ce soir et avec lesquels nous allons poursuivre par un dîner de travail. Et je tiens à remercier Monsieur le maire de Pau pour son accueil dans cette belle ville, maintenant le château, puis le Parlement, réconciliant ainsi toutes les histoires de la ville et de notre pays. Cette rencontre était un moment important après ce que nos pays ont subi ces dernières semaines. Et je veux évidemment ici, avant toute chose, avoir une pensée pour les civils de l'ensemble des pays africains du G5 Sahel qui sont tombés dans le cadre de ce conflit qui dure depuis maintenant plusieurs années sous le coup des attaques des groupes armés terroristes, et avoir une pensée pour les militaires qui sont tombés, les militaires français. Nous en avons honoré tout à l'heure quelques-uns à Pau, au RHC, et je vous remercie de votre présence pour cet hommage aux côtés des familles et de leurs frères d'armes. Et je pense aussi à tous les militaires de vos pays, et en particulier à ce que le Niger encore a eu à subir ces derniers jours. Et je sais le prix du sang qui a été versé par chacun. Cette situation, nous ne voulons pas la laisser perdurer. C'est pourquoi la rencontre de Pau marque à mes yeux un tournant très profond dans la méthode d'approche, en reclarifiant le cadre politique, en redéfinissant très clairement les objectifs et les termes, l'organisation de notre intervention commune ainsi que celle de nos partenaires. Je ne serai pas plus long, je vais laisser d'abord le président Kaboré, je remercie à nouveau d'être là, exposer les choses en tant que président actif du G5 Sahel. Je dirai quelques mots en complément et nous répondrons à vos questions. Bien. En tout cas, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour l'accueil et cette belle rencontre que nous avons eue ici à Pau, et dire que nous avons en tout cas fait le point de l'ensemble de la situation pour faire le constat que 2019 a été une année difficile pour le Sahel de façon générale, le lac Tchad également, dans la mesure où, je dirais, la croissance des attaques dans le Sahel, les destructions humaines et matérielles que nous y subissons, la crise, je dirais, humanitaire sans précédent que nous vivons dans cette zone, nous a interpellés et nous montre que nous devons passer à une étape supérieure dans le cadre de la coordination de nos opérations. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le constat, c'est que les résultats que nous engrangeons, pour l'instant, malgré les efforts que nous conjuguons, sont en deçà des attentes des populations qui éprouvent des difficultés majeures. C'est pour cela que nous avons convenu, comme le président l'a souligné, de rediscuter du dispositif et de définir des piliers sur lesquels nous allons fonder les futures actions. Le premier point que je voudrais noter, c'est la nécessité que nous puissions coordonner l'ensemble des opérations des différentes forces sur le terrain et concentrer ces actions-là, je dirais, sur le fuseau centre. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, au niveau du fuseau centre, Mali, Burkina, Niger, c'est là qu'il y a les attaques les plus atroces qui ont été constatées. Et l'un des principaux, un des éléments essentiels de ces attaques-là, c'est l'IGS. C'est pour cela que nous avons priorisé. Non pas que nous n'allons pas combattre les autres formes de terrorisme. Nous avons priorisé la nécessité de mener le combat
contre les IGS, donc au niveau des 3 frontières de façon prioritaire, fondamentale. Le second point également sur lequel nous nous sommes attardés, c'est la nécessité de renforcer les capacités des armées nationales et de les doter, je dirais, des moyens qui leur permettent d'assurer le type de combat asymétrique que nous devons mener sur le terrain. Et de ce point de vue-là, les renseignements, le partage également des renseignements reste également la clé de voûte, je dirais, du succès de nos combats sur le terrain. Et de ce point de vue-là, nous devons accentuer nos efforts pour consolider la recherche du renseignement et le partage. Le troisième pilier, c'est celui de faire en sorte que nous puissions restaurer, je dirais, l'autorité de l'État, en faisant en sorte également que nous puissions faire en sorte que les populations retournent sur le terrain, puisque nous avons beaucoup de déplacés internes, faire en sorte également que nous puissions réouvrir les écoles, les centres de santé, et permettre aux populations d'accéder aux centres de santé primaires. Donc c'est une priorité également de l'action que nous devons mener ensemble. Et enfin, nous devons travailler également au développement. Le développement, donc, qui va se dérouler à travers le programme de P3S que nous avons déjà lancé, qui également va travailler sur le point du plan d'investissement prioritaire du G5 Sahel et le plan d'urgence également que nous avons déjà défini, discuté à Nouakchott, mobilisation des ressources, intention en tout cas de mobilisation faite. Il faut maintenant travailler à ce que, je dirais, les décaissements puissent se faire et que ces projets puissent être mis en œuvre. Alors, de tout ça, nous devons noter que concernant également, je dirais, des pays du G5 comme le Mali, où on a salué le dialogue politique qui s'est engagé entre le gouvernement et les différents partis, il a été souhaité que le gouvernement, effectivement, continue ce dialogue et travaille à la mise en œuvre de l'accord d'Alger, conformément donc je dirais, au point de convergence sur lesquels ils ont abouti. Voilà, je dirais, les 4 piliers sur lesquels nous devons fonder notre action. Et c'est cela qui nous amène à demander donc et à travailler à ce qu'il y ait une coalition internationale. Et cette coalition internationale, évidemment, regroupe aussi bien, je dirais, la France, les pays du G5, nous avons l'Union africaine, l'Europe et tout autre partenaire qui veut participer à cette coalition internationale Sahel que nous avons décidé de mettre en place. Au-delà de cela, je voulais préciser également qu'au niveau de l'Union africaine, la dernière conférence des chefs d'État a réexaminé, je dirais, la contribution de l'Union africaine à la lutte contre le terrorisme, qui intègre également, je dirais, l'aspect militaire et l'aspect développement, et a décidé de contribuer pour un montant de 2 milliards de dollars, 2,5 milliards de dollars à la lutte contre le terrorisme également au niveau de la région, je dirais, de la CEDEAO. Alors, c'est pour dire que nous comptons sur l'ensemble des partenaires pour accompagner l'ensemble de ce mouvement. Et ce que nous avons retenu, c'est qu'il nous faut des résultats probants rapides. Parce que nous jouons tous la crédibilité de chaque pays ici présent et la crédibilité de la coalition de façon générale, parce qu'il peut avoir le sentiment qui ressort que nous ne sommes pas capables de pouvoir gérer le défi que nous avons en face. Et ça, c'est une urgence sur laquelle nous sommes tous engagés à faire en sorte que les résultats, au moins sur le terrain militaire, soient rapides pour permettre que les autres aspects puissent se mettre en place rapidement. Merci, Président. 3 mots en complément, en ce qui me concerne. Le premier, sur le cadre d'intervention. Pourquoi la France est au Sahel? Question qui est souvent évoquée. Pour 2 raisons simples. La première, elle a été plusieurs fois rappelée, c'est la lutte contre le terrorisme. Nous sommes au Sahel en guerre contre des groupes armés terroristes qui, évidemment, frappent des populations amies et sévissent dans la région, s'inscrivent dans
cette mouvance internationale et se raccroche à Al-Qaïda, à l'État islamique, que nous combattons par ailleurs au Moyen-Orient, parce que nous savons que c'est une menace qui ne reste jamais locale. Et d'ailleurs, les liens avec la menace qui opère en Libye ou au lac Tchad, j'y reviendrai, sont aujourd'hui avérés. Et la deuxième, c'est que nous sommes là pour permettre aux États sahéliens d'assumer leur pleine souveraineté sur le territoire. Et c'est ce qui est rappelé par la déclaration commune qui vous est soumise et que nous venons ensemble d'agréer. C'est le choix, la décision, la demande des États souverains pour préserver leur souveraineté de faire appel à des amis, à des alliés, pour combattre justement ces groupes armés terroristes qui sont aujourd'hui une menace avérée à la souveraineté de chacun des États où ils opèrent. Aujourd'hui, à travers la déclaration que nous adoptons, les chefs d'État du G5 Sahel ont exprimé leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France à travers Barkhane, de nos forces d'engagement, de la présence européenne et de tous les alliés dans le cadre de cette coalition. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est que nous avons clarifié aujourd'hui, comme l'a dit le président Kaboré, les objectifs qui sont les nôtres. Une fois ce cadre politique réaffirmé sans ambiguïté, nous avons un objectif militaire et un objectif politique. L'objectif militaire, c'est la zone des 3 frontières, comme ça a été rappelé, entre le Mali, le Burkina et le Niger. La priorité, c'est l'État islamique du Grand Sahara, ce qui ne nous empêche pas de combattre tous les groupes armés terroristes. Mais c'est l'ennemi prioritaire, car c'est le plus dangereux tel qu'avéré. Pour atteindre cet objectif, nous changeons la méthode en mettant en place une coalition militaire avec un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, en concentrant nos efforts sur cette zone. Et donc en intégrant nos forces de renseignement, nos forces militaires sur cette zone avec une latitude d'engagement beaucoup plus forte. Au-delà de cela, d'ores et déjà, fort de notre convergence avec les homologues sahéliens, j'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires. 220 militaires, pour amorcer cette dynamique, viendront gonfler les troupes d'ores et déjà présentes sur le terrain de Barkhane. Tous les pays partenaires qui le souhaitent sont les bienvenus pour rejoindre cette dynamique, partenaires européens, partenaires africains et internationaux. Et je veux ici remercier en particulier nos partenaires européens qui ont accepté de s'engager dans la task force Takuba, qui rassemblera d'ici quelques mois des forces spéciales de plusieurs pays européens. Et je pense que c'est une démarche extrêmement importante. L'objectif politique, c'est la consolidation de l'État, le retour de l'État partout, dans toutes les régions. Et nous avons évoqué le retour justement de l'État malien à Kidal, la consolidation de l'État burkinabé. Et cet objectif politique est indispensable et complémentaire de l'objectif militaire. Parce que le but de nos ennemis, c'est l'effondrement de la souveraineté nationale. Et c'est le même défi auquel est confronté le président Issoufou par les attaques répétées. Et je veux encore une fois le remercier d'être parmi nous quelques jours après une attaque très dure et une situation intérieure extrêmement dure. Mais il sait combien l'engagement commun que nous prenons ce soir est aussi clé à ses côtés. Enfin, comme l'a dit le président Kaboré, ce que nous proposons de lancer ce soir, c'est une grande coalition internationale pour le Sahel qui aura vocation à rassembler de manière cohérente les différents volets de l'action internationale, la lutte contre le terrorisme, que je viens de rappeler, le renforcement des capacités militaires, comme il l'a évoqué, avec réengagement justement aussi de la présence onusienne à travers la MINUSMA, le travail avec en particulier l'Union européenne, EUTM et UCAP, le travail avec l'Union africaine et la CEDEAO, le troisième pilier qui est l'appui au retour de l'État, le quatrième pilier qui est le pilier développement, avec en particulier l'Alliance pour le Sahel. Nous aurons l'occasion dans les prochains jours et les prochaines semaines de travailler avec nos partenaires pour rendre cette coalition pour le Sahel pleinement opérationnelle. Nous aurons une conférence sur le Sahel le 26 mars prochain à Bruxelles, en marge du Conseil européen. Je tiens à remercier évidemment le président Michel et le haut représentant Borrell pour leur présence et leur engagement, et remercier aussi la chancelière Merkel pour son engagement au travers de l'Alliance pour le Sahel et le partenariat pour la sécurité justement du Sahel que nous avions lancé ensemble à Biarritz. Et puis nous avons acté une clause de rendez-vous avant l'été à l'invitation de la future présidence en exercice du G5, la Mauritanie, que je remercie,
Et donc nous aurons à notre niveau au plus tard, dans 6 mois, ce rendez-vous. Dans 3 mois, un rendez-vous au niveau ministériel et une coordination bimensuelle pour justement faire avancer ce sujet. Cette coalition et tout ce travail est inséparable de 2 autres engagements sur lesquels les États présents et la communauté internationale continuent d'agir. La crise dans la région du lac Tchad, et plusieurs l'ont ici rappelé, et évidemment la situation en Libye. Et je sais la mobilisation du secrétaire général des Nations Unies, de son représentant. Et je veux ici redire notre volonté à tous de pouvoir avoir dans les meilleurs délais une conférence internationale. Avec la chancelière, nous avons encore échangé sur ce point. Et l'engagement de l'Union africaine dans le règlement de la crise interlibyenne est également un élément indispensable de ce succès. Et donc, on le voit bien, ça fera partie des échanges que nous aurons dans un instant. Tout cela se tient. C'est aujourd'hui, en tout cas, une clarification du cadre politique, une précision et un renforcement de nos objectifs militaires et politiques, et surtout des nouveaux termes d'engagement que nous avons ainsi posés. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut maintenant des résultats. Nous allons poursuivre ce travail dans quelques instants avec le président du Conseil européen, le représentant de l'Union européenne, le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine et la secrétaire générale de la francophonie. Je remercie encore pour leur présence. Et avant cela, nous allons répondre aux quelques questions qui sont prévues. Bonsoir, moi je suis Ibrahima Traoré de la radio et télévision nationale du Mali. Ma première question s'adresse à vous, monsieur le président français. Le premier point, vous l'avez dit, vous avez clarifié entre vous un certain nombre de choses. Et l'autre côté, ce sont les populations maliennes, les populations du Sahel qui veulent comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain. Si vous partez dans le Grand Nord au Mali, dans le Sahel, les populations ne circulent pas librement. Aujourd'hui, c'est quasiment seulement des militaires qui sont sur le terrain. Les populations ne savent pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Les populations veulent comprendre qu'est-ce que Barkhane fait sur le terrain concrètement. Dans le discours, vous l'avez dit, c'est pour lutter contre le terrorisme, mais cette population n'est pas convaincue parce qu'elle assiste encore à des massacres de civils. Vous l'avez dit au début de votre intervention. Cette population assiste à des massacres jusque dans les garnisons. Dernier épisode, on l'a vu, 89 militaires tués au Niger. Les populations veulent comprendre pourquoi 4000 militaires français sur le terrain, 13 000 casques bleus au Mali, mais au résultat, les populations ne comprennent absolument rien. Aujourd'hui, quel message d'espoir, quel message de sincérité avez-vous à lancer aujourd'hui à cette population? Et ma deuxième question s'adresse à monsieur le président en exercice du G5 Sahel. La communauté internationale s'est engagée un moment à financer le G5 Sahel, des promesses. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la tenue de ces promesses? Je vous remercie. Je vais commencer. Oui. Bon. C'est vrai que nous avions, lors d'une première rencontre de mobilisation à Bruxelles, obtenu de la communauté internationale des financements à hauteur d'un peu plus de 420 millions d'euros, ce qui concerne l'Union européenne, 100 millions en ce qui concerne nos amis de l'Arabie saoudite et 30 millions en ce qui concerne les Émirats. Concernant, je dirais, la mobilisation de ces ressources, je pense que nous avons fait un point tout à l'heure au cours de la rencontre. Évidemment, nous avons des chiffres de part et d'autre qui sont un peu différents. Et nous avons dit que nous allons nous rapprocher de l'Union africaine et de l'Union européenne pour que nous puissions faire le point du niveau des décaissements et du niveau des matériels qui ont été reçus. Donc, je réserve ma réponse sur ce premier point en disant qu'il s'agit de faire un rapprochement pour pouvoir situer clairement à quel niveau de décaissement nous sommes et quel sont le matériel, quel est le niveau du matériel que nous avons reçu dans les différentes au niveau du G5. Le second point qui concerne l'Arabie saoudite, bon, on n'a pas encore reçu le décaissement de l'Arabie saoudite
Et au niveau des Émirats, ils ont déjà participé pour 10 millions. Il reste 20 millions donc à décaisser. Donc je peux dire succinctement que les choses sont en cours. Ça fait déjà quand même 3-4 ans que nous sommes dans cette mobilisation de ressources. Et il faut travailler à ce que, et nous avons insisté pour que les choses se fassent rapidement. Voilà. Sur ce point, pour être clair, et on poursuit ce travail, comme l'a dit le président Kaboré, il faut distinguer en effet les paiements des livraisons de matériel. Et souvent d'ailleurs les différences telles qu'évoquées sont liées à ce distinguo. Le président Kaboré a raison de rappeler à l'instant l'importance des paiements pour faire fonctionner en particulier les armées, pour que justement les transits se fassent. Les perdièmes, on l'évoquait tout à l'heure de manière extrêmement précise. L'Union européenne a beaucoup contribué par des livraisons de matériel qui sont aussi très importantes, et donc c'est ça qu'on va recroiser. Mais je pense qu'il est important de rappeler la mobilisation de l'Union européenne. Je veux le dire aussi des États-Unis dans ce cadre-là, qui ont été très présents par plusieurs livraisons et également par leur présence et leur coopération sur le terrain. Sur votre question, j'ai envie de dire que les chefs d'État qui sont autour de moi pourraient y répondre beaucoup mieux que moi. L'armée est présente au Mali, et je parle sous le contrôle du président Keïta, à la demande de l'État malien, dans le cadre d'ailleurs de plusieurs demandes réitérées et engagements pour sa souveraineté et sa sécurité. Après, là où vous avez raison, qu'il s'agisse de la MINUSMA comme de Barkhane, quand on considère l'espace à couvrir avec ce que représente le Sahel, il est impossible de mettre des militaires, qu'ils soient sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de la France ou de l'Europe, partout. Et en effet, les drames qu'on a eu à connaître le sont dans des campements qui sont souvent loin, dans le cadre d'opérations avec des effets de surprise, où précisément on a eu à déplorer beaucoup de victimes. Comme l'a dit le président Issoufou, que je paraphrase, lorsque je suis allé le visiter et rendre hommage justement aux pertes nigériennes à Inates en décembre dernier, il a dit on a besoin de plus de Barkhane, pas de moins de Barkhane. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de présence sur le terrain pour éviter ces massacres. Et donc, à chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Voilà. Et je le fais en conscience quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants, et je les en remercie, et encore au moment des vœux. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin, parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. Je n'ai pas d'autre intérêt. Vous venez d'entendre Emmanuel Macron en direct de Pau, donc lors de cette conférence de presse, une conférence de presse qui vient clôturer cette journée. Le chef d'État français est en présence des 5 chefs d'État africains du G5 Sahel. On a pu entendre également le président Kaboré, président burkinabé, qui préside le G5 Sahel pour... En un mot, un tournant, a dit le président de la République française, un recadrage politique, une redéfinition du cadre d'intervention du G5 Sahel avec un objectif qui est la lutte contre le terrorisme, également une clarification des objectifs et une augmentation des capacités militaires françaises, puisque Emmanuel Macron a parlé de 220 militaires français en plus. Je suis toujours en compagnie de Francis Patindé, journaliste et maître de conférence à Sciences Po. Et également, nous a rejoint en direct Jean-Hervé Gézécal, directeur du projet Sahel à l'international Crisis Group. Jean-Hervé Gézécal, je commence par vous parce que je sais que vous nous attendez depuis un petit moment. D'abord, est-ce qu'à votre avis, cette conférence de presse qui s'est passée aujourd'hui, est-ce que ça correspond véritablement à un tournant dans les objectifs, peut-être dans la coordination plus forte justement du G5 Sahel?
Bonsoir. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'on a entendu un petit peu de neuf et puis beaucoup d'anciens, en fait. Un petit peu de neuf, c'est peut-être dans les mots mêmes du président Kaboré, l'aveu des mauvais résultats, l'aveu d'une stratégie qui ne marche pas jusqu'à présent et donc l'aveu de la nécessité. Problème de son avec Jean-Hervé Jézéquel qui est toujours avec nous, mais on va le retrouver dans quelques minutes. Également avec nous, Francis Patinet. Comment l'avez-vous trouvé, Emmanuel Macron, ce soir, et également le président Kaboré? On sent qu'il y a tout de même un message d'union. Ils sont unis, ces 5 chefs d'État africains et le président de la République. Et il y a une augmentation des soldats français sur place, également 220. Oui, il y a eu un message d'unité. Il y a eu surtout beaucoup d'annonces aussi. Au niveau sécuritaire, au niveau de l'administration, le retour des États, de l'État dans les régions du pays où l'administration avait disparu. Il y a eu, pour clore tout ça, il y a eu le renforcement des capacités, aussi des soldats du G5 Sahel, et enfin des projets de rencontres pour mobiliser des fonds, avoir plus de fonds et faire le point sur les fonds qui sont indispensables pour pouvoir poursuivre la lutte. Ils n'ont pas donné de montant de fonds lors de cette conférence de presse. Oui, apparemment, ils ne s'accordent pas sur comment calculer. Il y a le matériel fourni, mais il y a également de l'argent liquide donné. Donc, il faut refaire les calculs, je pense. Mais a priori, on aura plus de l'argent. On aura plus parce qu'il y a une réunion le 26 mars. Le 26 mars, annoncé par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc une réunion. Et puis, au mois de juin, il y aura quelque chose à Nouakchott. Jean-Hervé Jézéquel, vous êtes à nouveau avec nous. Vous disiez justement qu'il y a des choses nouvelles et des choses anciennes. Oui, alors là, il y a du nouveau. Le nouveau, c'est l'aveu, notamment dans les mots du président Kaboré, des mauvais résultats obtenus jusqu'à présent, d'une stratégie qu'il va falloir à l'évidence changer. Et l'ancien, c'est finalement, j'ai le sentiment, moi, d'entendre à nouveau avec des mots un tout petit peu changés, les vieilles recettes ressuscitées, c'est-à-dire qu'on va concentrer à nouveau l'effort sur le militaire. On rappelle, comme toutes ces dernières années, que l'objectif c'est de restaurer l'autorité de l'État. On dit qu'il va falloir faire du développement. Alors maintenant on appelle ça le P3S. Mais au fond, ces piliers-là sont les piliers sur lesquels on essaye de s'appuyer depuis 6 ans. Exactement les mêmes, dans le même ordre, le militaire d'abord, le politique et le développement ensuite. Et cet enchaînement-là ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a, au fond, 2 erreurs premières qui sont faites ici. C'est d'abord de vouloir penser un objectif militaire avant de penser des objectifs politiques. Et ensuite, c'est de ne pas reconnaître qu'en face, on n'a pas simplement une insurrection de type terroriste, mais on a de véritables insurrections à base populaire qui rejettent en partie un État qu'il va falloir changer. Et donc, vouloir restaurer l'État alors qu'au fond, il y a un rejet de l'État, il y a là, au fond, une contradiction qui empêche ces stratégies fondamentalement de fonctionner sur le terrain. Francis Patinet, vous êtes d'accord justement avec M. Jézéquel? Est-ce que finalement, cette action, même plus coordonnée, comme elle a été annoncée aujourd'hui, est-ce qu'elle correspond à cette menace, une menace multiforme? C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'un groupe État islamique, mais de plusieurs djihadistes un petit peu disséminés dans l'ensemble de ce Sahel. Comment faire? Le problème, c'est qu'il faut bien faire quelque chose. Pour le moment, on fait avec les moyens de bord, donc la France seule, avec les Nations Unies qui sont là-bas. Mais est-ce que la France et justement le G5 Sahel tirent les leçons de finalement ces échecs depuis 6 ans? Je pense que vu les attaques d'ampleur qu'on a eues ces dernières semaines, ces derniers mois, il se serait suicidaire que et la France et les pays du G5 Sahel ne fassent pas le point. Ces pays sont obligés d'aller de l'avant avec les moyens de bord. Sinon, on a le choix, laisser les pays aller à volo et avec... Comment renforcer justement l'État dans ces pays, la présence de l'État, un État de droit dans chacun de ces 5 pays, par exemple? C'est concomitant avec la question sécuritaire. Si vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas restaurer l'État dans ces zones-là. Mais l'État, il faut beaucoup de moyens. Je vous rappelle qu'au Mali, il y a plus de 1000 écoles qui sont fermées. Plus de 2000 écoles sont fermées au Burkina Faso et une centaine d'écoles au Niger. Pourquoi sont-elles fermées? Elles sont fermées parce que les djihadistes attaquent ces régions-là. Et que dans ces régions, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Et les instituteurs, les infirmiers ne veulent plus aller travailler dans ces régions parce que... Mais pourquoi les djihadistes pullulent soudainement alors que depuis 6 ans, il y a justement la force Barkhane, il y a ces forces sur place? C'est des gens quand même, il faut leur reconnaître, mais c'est qu'ils sont bien organisés. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils veulent. Les attaques sont récurrentes et ils s'en sortent plutôt bien.
il est vrai qu'on ne va pas les chercher dans leur sanctuaire. Jamais. On attend que ces djihadistes attaquent pour se défendre. Donc ça serait un problème de stratégie, Jean-Hervé Jézékel. Est-ce qu'il y a un problème de stratégie militaire, tout simplement, également ? Je pense qu'il y a une stratégie militaire, mais il manque une stratégie politique. Et avant tout, au fond, ce que demandent aujourd'hui les militaires du Sahel, comme les militaires français, au fond, c'est d'être conduits par un objectif politique plus clair. Alors, on a beaucoup parlé de clarification ce soir pendant la conférence de presse. Je suis un peu resté sur ma faim ici, sur la clarification de l'objectif politique. Au fond, si l'on veut restaurer l'État, il va falloir s'entendre sur quel État on veut restaurer. Je reste un petit peu surpris aussi du fait que ces dernières années, ces derniers mois au Sahel, il y a eu beaucoup de discussions sur la nécessité d'engager des processus politiques, des dialogues avec les populations qui se sentent marginalisées, des dialogues avec une partie des hommes en armes qui se réclament du djihad ou qui se réclament d'autre chose, quoi. Et au fond, aujourd'hui, cette question, ces mains tendues, cette idée d'un dialogue à travers lequel on pourrait au fond relancer des processus politiques et dans lequel l'action militaire pourrait venir en appui, au fond, cette dynamique politique, elle a du mal à prendre, elle a du mal à être positionnée, elle a du mal à être supportée. Et pourquoi ? Je pense qu'encore une fois, on reste sur l'ancienne recette. On reste sur l'idée qu'en face, le vrai problème, c'est juste un problème de terrorisme et que le problème du terrorisme, ça ne se résout que d'une manière, par l'anéantissement de l'adversaire. Or, on a changé de nature de la menace au Sahel. On n'est plus simplement sur de petits groupes isolés qui se sont spécialisés dans l'enlèvement ou dans l'organisation d'une attaque sur une ville. On est face à des véritables soulèvements. Je dirais pas que les populations entières soutiennent les djihadistes, mais il y a des groupes qui les rejoignent. Et il y a surtout, à défaut d'avoir peut-être un engouement pour ces groupes-là, il y a un rejet de l'État tel qu'il se présente depuis maintenant bien des années dans la région. Et donc c'est ça qu'il faut au fond arriver à... C'est ce mécanisme-là de rejet de l'État et au fond d'attirance pour les groupes en armes qu'il faut arriver à casser. Et pour cela, il ne faut pas simplement mettre des militaires devant, mais il faut que l'État renoue avec les populations. Merci. Pour renouer avec les populations, il faut aller dialoguer avec les populations. Merci beaucoup, Jean-Hervé Jézékel, directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group. Vous étiez en direct du Sénégal, de Dakar également. Merci à vous, Francis Patindé, d'avoir été avec nous tout au long de cette heure d'information. Journaliste, maître de conférence à Sciences Po. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis.